Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez pour cette édition du bilan du dimanche 12 juillet 2020. Alors, dans le sommaire, fin de cycle et renouvellement de l'équipe. Donc, on va parler que quand une équipe a la mentalité de la gagne, quand est-ce qu'on peut savoir que l'équipe est en déclin? Et pour le renouvellement des cadres, dans une équipe qui a déjà tout gagné, comment faire pour tourner la page dans ce cas-là? On en parle aujourd'hui avec les spécialistes. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne Net One TV. Ici, on discute, on analyse, on décrypte. On est ici avec les spécialistes, Mamadou, Aruna, Nuveng et Amadou. Donc, je vais passer la parole à Nuveng. Nuveng, donc une équipe, par exemple, comme le Barça, une équipe qui a connu la gloire. Maintenant, comment faire? On voit que bon, cette équipe est sur le déclin. Comment une équipe comme aussi grand que le Barça peut faire pour éviter cette descente et reprendre le chemin de la victoire. En fait, quand on dit victoire, c'est de gagner des trophées. En fait, ce cas de Barcelone, c'est un cas qui est un peu particulier, dans le sens où déjà ça a commencé avec l'arrivée de Guardiola, où il a construit l'équipe avec en montant des gens de la Masia notamment, Busquets, Pedro, Iniesta qui était déjà un peu là, mais voilà, c'est des gens de la Masia, Piqué qu'il a fait revenir, et ils ont gagné, et sur un cycle de 3 à 4 ans, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment c'est exceptionnel. Donc quand tu gagnes quand tu gagnes à ce niveau-là et en pratiquant un tel jeu, franchement c'est extraordinaire. Et ils ont fait un cycle. Et dans tous les clubs, en fait, tu as des cycles de 3-4 ans max où ils te disent où tu as un groupe de joueurs, tu formes un groupe de joueurs, et où ces 3-4 ans-là, tu es obligé de changer et d'amener des nouveaux joueurs pour créer une nouvelle dynamique intellectuelle et sportive. Parce que les gens, ils sont installés dans le confort de la gagne et des rôles de titulaires, et ils sont dans une certaine routine, et c'est compliqué après de les sortir de ça. Et le Barça, malheureusement, ce qui se passe depuis maintenant 10 ans, hein, c'est que tu as installé des gens qui sont en place, et tu leur as tellement donné d'influence et de pouvoir, et qu'ils ont gagné en crédibilité sur le terrain, il n'y a pas de sujet là-dessus, hein. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de tourner la page parce que tu n'as pas su faire les bons choix. Et ces choix-là, ils sont difficiles à faire aussi parce qu'il faut les expliquer par rapport à l'aspect des supporters aussi. Je t'explique un truc. Quand Guardiola est parti, au bout de la 4e année, en fait, lui, il voulait pas partir. Il avait dit, s'il faut partir, je pars pas, mais il faut virer Daniel Alves, Piqué, Fabregas et David Villa. Et le président à l'époque lui avait dit non, c'est pas possible, ces gens-là sont trop importants. Donc lui, il est parti. Mais lui, il avait anticipé ça déjà. Il savait comment ça allait se passer. Et aujourd'hui, quand tu regardes bien, Piqué, il est toujours là. Bon, Messi, il est indéboulonnable. Mais tu as des mecs, Jordi Alba, il a prolongé jusqu'en 2025. Busquets, il est en train de prolonger jusqu'en 2025. Et les joueurs à Barcelone, le problème, c'est qu'ils ont pris le pouvoir. Tu vois. Et maintenant, tu peux pas arriver, même un président, il ne peut pas arriver, Bartomeu, et dire bah, on vire Busquets ou on vire Jordi Alba. Et il les prolonge à des salaires exorbitants. Et ça, c'est des erreurs au fur et à mesure. Mais c'est difficile de venir et de casser cette dynamique-là et ce lien avec les supporters et des joueurs cadres. C'est compliqué de passer. Il faut changer. Je pense qu'il faut amener du changement au fur et à mesure, même quand tu gagnes. Le proverbe de ouais, on ne change pas une équipe qui gagne, ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Oui, mais tu parles de Guardiola qui avait qui avait fait des demandes avant qu'il parte. Mais quand Guardiola il est parti, ils ont eu après l'une des meilleures équipes de l'histoire du FC Barcelone. Quand il y a eu Neymar, Suarez, tout ça, ils ont complètement tout gagné, quoi. Oui, mais par rapport à ce que tu dis avec Luis Enrique, c'est vrai. Mais le style de jeu de Guardiola et Luis Enrique, il apportait de la verticalité. Il n'y avait plus de la possession à
à outrance. Donc, il avait changé la mentalité des gens. Et soit tu restes, quand tu restes dans un club, tu dois apporter toujours des changements tous les 3-4 ans. Regarde Alex Ferguson, pourquoi il est resté 20 ans? Il y a un moment, il a dégagé Beckham, il a dégagé Stam, il a dégagé Van Nistelrooy. Il n'a pas fait de sentiments. Et les gens, ils disent, bah, à l'époque, tu comprends pas, tu dis, ah ouais, mais Alex Ferguson, c'est un enfoiré. Non, allez, tu dois prendre des décisions. Et au moment où tu dois virer des joueurs cadres, tu dois le faire pour le bien du club. Pour le bien du club. Et Alex Ferguson, aujourd'hui, il n'y a pas de contestation possible. Plus gros palmarès d'entraîneur. Mais lui, il a accepté de prendre ce rôle un peu de, pas de mauvais garçon, mais ce sale rôle-là, tu vois, parce que les gens n'ont pas compris à la base comment tu virais ces joueurs-là qui étaient adorés dans tout le pays. Mais au Barça, c'est que les joueurs, ils ont pris trop d'importance. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Tu peux pas même les remplacer dans un match, c'est compliqué. Et il y a toute une politique sportive au Barça qui est pas bonne. Et aujourd'hui, malheureusement, ça fait 4-5 mois qu'ils payent les conséquences. Aujourd'hui, ils étaient en pôle au championnat, ils ne vont pas gagner le championnat. Ils vont en Champions League, ça fait. L'année dernière, ils se prennent une remontada, il y a 2 ans aussi pareil, et ils n'ont toujours pas compris. Mais s'ils n'ont pas compris, c'est compliqué. Après, il y a toute une histoire d'agents et tout derrière. Mais moi, je pense que l'histoire dans tous les clubs, regarde ce que fait Klopp. T'as des 11 titulaires, mais il apporte des variantes. T'as Wijnaldum, t'as Minamino, t'as des joueurs qui tournent, tu vois. Il apporte au fur et à mesure, il apporte des joueurs. Il fait rentrer des jeunes. Il ne faut pas habituer les joueurs au changement parce que tu les habitues à une routine. Et après, quand tes joueurs ils prennent le pouvoir dans ton équipe et dans ton club, alors là, c'est la fin d'haricot. Hein. Ça, c'est les cartes sont cuites. Hein. Ok, donc Mamadou, donc pour toi, c'est plus les joueurs maintenant qui prennent le pouvoir. Donc c'est ça qui fait que les dirigeants ils peuvent pas prévoir quand il y a un déclin et quand il faut remanier l'équipe. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, Nuvin. En fait, c'est un cycle de plusieurs années. Et en fait, ça dépend. C'est le président en fait qui détient le pouvoir décisionnaire, mais à qui est-ce qui donne le pouvoir, tu vois? Et pour moi, je pense qu'à la base, il faut avoir une personne clé qui s'occupe du sportif. Ce qui est le cas à Klopp quand il est venu en 2008. Il lui a donné tous les pleins pouvoirs. Il avait une vision. Il avait une vision à long terme, pas basée sur les résultats, pas basée sur les transferts, pas basée sur l'équipe des comptes. Il a pu travailler tranquillement. Tu vois, il était à l'abri des résultats. Et puis, il a mis en place sa vision, il lui a donné du temps pour qu'il construise. Et au bout des 5 ans, moi, je me rappelle Liverpool quand ils ont commencé, quand l'arrivée club, c'était 4. L'équipe, elle a été un peu moyenne au niveau de leur Ligue Europa. Et aujourd'hui, bah, ils ont gagné ils ont pu gagner et il a mis des postes, voilà quoi. En fait, il a donné les pleins pouvoirs. Quoi. Ouais, mais ça, oui, mais tu parles de Klopp. Mais Klopp, quand il est venu à Liverpool, comparé à Barcelone, par exemple, quelle grande méga star il y avait à Liverpool? Il n'y avait pas de star, donc c'est plus facile pour lui, non? Ah, il y avait Mamadou Sakho. Elle respecte un peu. Il y avait ça. Non, mais en fait, je te dis, la star de Liverpool, c'est Klopp. C'est ça la vraie star. C'est pas c'est Klopp la vraie star. Et tu vois, c'est lui qui a pu mettre en place. C'est ça que je veux te dire en fait. C'est lui qui est décisionnaire. Il est en charge. Il a pu s'entourer d'un directeur sportif avec lequel il discute pour pouvoir faire des arrivées et des départs. Ils avaient beaucoup de joueurs. Ils avaient des gens comme Benteke, des Origi, etc. Et voilà, donc lui, il a pu travailler. Il a pu travailler avec son directeur sportif pour faire des bonnes ventes et des bonnes arrivées en fonction des besoins de l'équipe. Pareil, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils étaient en Ligue des Champions. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont pu vraiment mettre en place ce qu'ils voulaient en termes d'équipe. Et voilà, tactiquement, il a pu s'entourer de très bons tacticiens. Il a pu former des bons joueurs, comme Arnold, par exemple. Il a pu former ça. Il a pu travailler correctement. Il a recréé des postes clés. Et voilà, tu vois, c'est ça le problème. Alors qu'à Barça, c'est totalement différent. Tu vois, on voit pas. Il y a beaucoup de décisionnaires, tu vois. L'équipe, elle change tout le temps. Les clubs, c'est en fonction des résultats, ça change. Les transferts, c'est en fonction de la hype. Il n'y a pas de ligne directrice sur le long terme, comme disait Niville tout à l'heure. Et c'est ça vraiment le gros problème, tu vois. Tu n'as pas l'impression que c'est une unité, quoi. Voilà, ils recrutent à des postes un peu compliqués. On ne voit pas forcément la logique. Mais je pense que c'est ça le principal problème, quoi. Donc, attends, je vais demander à Aruna, après je vais passer chez Amadou. Donc, Aruna, comme Mamadou il vient de nous le dire, donc Klopp, lui, c'est voilà, la superstar de Liverpool. Mais donc, comment, par exemple, à une équipe comme le Barça, comment est-ce qu'un entraîneur… Ok, par exemple, disons, faisons une utopie.
si par exemple Klopp allait au Barça, est-ce que lui, il aura un gros pouvoir, par exemple, pour voilà, chasser un joueur comme Messi, chasser quelqu'un comme Suarez ou en fait, explique-nous un peu, toi, quelle est ta pensée là-dessus? Bah, Est-ce que moi, c'est vraiment l'entraîneur qui doit être la superstar de l'équipe? oui, parce que c'est l'entraîneur, oui, mais avec toute l'équipe dirigeante qu'on ne voit pas forcément tous les jours, quotidiennement. C'est-à-dire qu'il y a il y a une ligne directrice qui est définie par le club avec une volonté de construire un projet. Et club qui arrive à Liverpool, oui, il part de zéro, donc il construit son équipe. Ferguson l'a toujours dit, la star, c'est l'équipe, c'est pas un joueur. Comme Neville avait dit à un moment donné, il a su de Beckham qui était peut-être au meilleur moment de sa forme, d'un Van Nistelrooy qui était au meilleur moment de sa forme. Mais Ferguson l'a toujours dit, bah, justement pour construire une équipe d'un par exemple, tu as une base, le club par exemple est en train de faire à Liverpool, mais tous les ans, tu apportes une touche. Tous les ans, il faut apporter une touche. Donc, il ne s'agit pas comment ça s'appelle, de réinventer les choses de tous les mercatos. Parce que les voisins qui vont acheter des superstars et qu'il faut acheter aussi pour acheter, juste pour acheter. Ferguson a toujours dit, voilà, tu construis une base et tu apportes une touche d'amélioration tous les ans. Et Barcelone, pour répondre à ta question, si Klopp arrive, est-ce qu'il doit être la star? Il doit être la star. Mais pour être la star, je ne suis pas sûr qu'il puisse être la star avec l'équipe actuelle et le projet actuel, sachant qu'il n'y a pas de projet, à mon avis, avec la direction. Donc, c'est une construction d'ensemble avec la direction du Barça. On se met d'accord sur un projet. Et suivant ce projet-là, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut se séparer de ce qui est existant. Il faut quand même garder, il y a les bases qui sont là. Mais il faut se séparer de certains joueurs qui sont là et repartir de zéro. Mais ça ne se fera pas forcément du jour au lendemain. Klopp, il n'a pas été, aujourd'hui, il n'est pas considéré, enfin, quand il est arrivé à Liverpool, il a mis du temps. Tous les ans, on a dit, bah, c'est cette année-là. Bah non, en fait, c'était l'année d'après. Maintenant, en fait, c'était cette année-là, c'était l'année d'après, jusqu'à ce que ce soit cette année. Il a mis le temps à construire son équipe, quel que soit le côté médiatique d'un Mohamed Salah, d'un Sadio Mané ou d'autres qui sont là aujourd'hui. Ils ne seront jamais surmédiatisés que le club dans le staff de Liverpool. Il a cette crédibilité-là de faire ce qu'il faut pour que le club continue à. Et Barça, malheureusement, je pense que oui, ils sont arrivés à la fin d'un cycle. Messi continue à être brillant sur le terrain. Mais malgré tout, je pense qu'il faut repartir de zéro, qu'il ne faut pas forcément acheter pour acheter. Comme ça a été dit par Mouadou, j'ai l'impression qu'ils achètent pour acheter. Parce que le rival, le Real, a acheté un hasard, bah, il faut rester aussi sur le côté marketing. Il faut acheter, il faut vendre, il faut acheter des joueurs. Même s'il n'y a pas forcément de complémentarité entre les deux, on s'en fout. Il faut juste faire des noms. Et du coup, ça ne correspond pas forcément à un projet derrière. Donc, à mon sens, au Barça, oui, ils sont à la fin d'un cycle. Il faut partir de. Voilà, il faut repartir de zéro. Enfin, pas forcément de zéro, mais il faut se séparer quand même de pas mal de joueurs et pour repartir d'un nouveau projet. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit avec l'entraîneur et l'équipe dirigeante. Moi, je pense que Nunun, il a quasiment tout dit. Donc, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué de relever une équipe qui a déjà gagné. Tu vois, donc quand toi, tu prends le cas de Barcelone, donc ce qui fait que je pense que c'est pas forcément dur de renouveler une équipe parce que si jamais tu as une équipe qui gagne, en fait, des fois, tu as des clubs qui arrivent à anticiper. C'est-à-dire qu'au lieu de tout bouleverser, ils vont faire rentrer un joueur par-ci, par-là, par-là. Et ce qui fait que le joueur, on va dire qu'à 34 ans, et ben, quelque part, il y a déjà son futur remplacement, ton scolaire. Donc, il fait des performances, etc. Et du coup, c'est plus facile de renouveler, tu vois. Ce qui s'est passé avec le Real de Madrid, ce qui était un peu compliqué, c'est que tu avais l'équipe qui gagnait tout le temps. Et je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, c'est que lorsque Zidane a voulu se barrer, il y avait une histoire de voulu se débarrasser de beaucoup de cadres. Après, c'était très compliqué. Et ce qui fait qu'en gros, ils ont commencé à changer uniquement quand l'équipe a perdu. Donc, ce qui fait que souvent, c'est les résultats catastrophiques, on va dire, honteux, ce qui font que derrière, bah, ils n'ont pas le choix, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, que ces équipes qui ont gagné pendant très longtemps, tant qu'ils ne perdent pas, tant qu'ils ne sont pas, comment dire, humiliés, et ben en fait, ils vont continuer. C'est comme l'Espagne aussi. L'Espagne était sur un cycle depuis très longtemps, ils ont gagné. Et il a fallu qu'ils sortent au premier tour, qu'ils ont commencé à dire, oh voilà, il faut faire ça. Malheureusement, soit ça se fait comme Alex Ferguson, il l'a fait en ayant le mauvais rôle. Voilà, moi je viens un tel, et c'est terminé. Soit il continue, tout le monde se crache, et là on fait le renouvellement, tu vois. Donc il n'y a que ces deux exemples-là que j'ai en tête. Mais l'idéal, ce serait de le faire par tous.
il faudrait que le coach ait la crédibilité pour le faire. Il y a aussi, en fait, moi, je m'en rappelle aussi quand il y avait l'équipe, par exemple, l'équipe de France, il y avait 98 et 2000. Et 2000. Ouais. Donc, quand ils sont arrivés en 2002, en fait, malgré qu'il y avait tous les meilleurs joueurs, ils étaient aussi bien avec leur entraîneur et tout ça, mais en fait, les joueurs, ils se sont dit que il y avait un ennui qui commençait à venir. Ennui, ça veut dire que tellement qu'ils gagnaient, ils n'arrêtent pas de gagner, ils ont tout gagné avec cette équipe. Il y avait ce sens d'ennui, tu vois, qui commençait à venir surtout chez les cadres, par exemple. Donc maintenant, comment faire pour que les joueurs ne s'ennuient pas de gagner? Ou est-ce qu'on peut s'ennuyer de gagner? Est-ce que c'est possible de s'ennuyer de gagner? En fait, tu t'ennuies jamais de gagner parce que tu as toujours des records. Ça finit jamais. Mais à la base, c'est de partir, comme Nivin a dit, partir sur des cycles gagnants. Et tu renouvelles petit à petit. Comme on dit, tu prépares tes cadres. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas t'ennuyer de gagner. Mais il faut avoir une vision cohérente et puis il faut juste partir sur. Voilà, il faut pouvoir avoir un entraîneur, mettre en place un travail et au final, tu pourras toujours atteindre tes objectifs, quoi. Mais quand on dit s'ennuyer de gagner, c'est pas, voilà, tu viens, tu dis, ah, je veux pas gagner. Non, c'est, par exemple, au lieu de, avant, avant, quand tu étais à la recherche de tes premiers trophées, peut-être, au lieu, tu devais courir, par exemple, 100 mètres, mais tu t'arrêtais pas à 100 mètres, tu allais courir, par exemple, 200 mètres, mais maintenant, tu vois, tu sais que, bon, j'ai déjà tout gagné, qu'est-ce qui va, bon, ça va me servir à quoi de toujours me lever, par exemple, à 6 heures du matin, à courir les 200 mètres au lieu de courir, par exemple, les 100 mètres. Tu vois, tu te mets des limites, par exemple. On a vu ça avec il y a beaucoup de grands joueurs à qui ça s'est passé. Donc, est-ce que ça c'est pas aussi question de mentalité aussi, de mentalité qui touche les joueurs? C'est pour ça qu'ils se limitent. Oui, tout à fait, parce que comme tu dis, les grands, ça c'est ce qui passe aux grands joueurs, mais il y a des gens au-dessus, ce sont les légendes. Et ces gens-là, ils ne se satisfont jamais des trophées. Tu crois que Messi, il va se satisfaire de 5 ballons d'or, il va se reposer, pareil pour Ronaldo. Ils ont toujours des records, ils veulent toujours se dépasser. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir, tu vois. Et ce qui fait ça, en principal, c'est la compétition. Et comme tu vois, il faut toujours instaurer ça dans le club, tu vois. Dans le club, s'il y a quelqu'un, c'est ce qui se passe quand tu vas dans les grands clubs, comme par exemple le Bayern. Ils vont pas laisser un joueur comme ça sous un fauteuil. Il y a toujours la concurrence derrière, toujours des mecs qui viennent derrière, des jeunes qui sont formés, qui ont été en longue. Et s'ils sont pas bons, et ben, il faut être remplacé directement. Donc, ça amène une certaine compétitivité, une certaine pression positive qui va forcer le groupe à aller vers le haut, quoi, tu vois. Mais si tu as des clubs, tu as des cadres installés comme à Barça ou des joueurs ou à Paris, par exemple, où tu n'as pas de doublure, tu n'as personne derrière qui va pousser pour te chasser un peu. Voilà, tu risques d'être dans un fauteuil, quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, comme a dit Nivin tout à l'heure, quand tu as des joueurs comme Busquets qui n'ont pas de remplacement et qui sont prolongés jusqu'en je ne sais pas quelle année, voilà, bah, tu vois, ça peut faire en sorte qu'ils n'ont pas un peu faim. Voilà. Bah, c'est comme, j'ai demandé à Aruna et puis Nuveng, tu vas aussi répondre. C'est par exemple, regarde un joueur par exemple comme Balotelli par exemple. Il sait qu'à Brescia, bon, il est là, il est titulaire, il a sa place. Bon, il n'y a pas d'autres attaquants vraiment. Mais là, maintenant, on a remarqué qu'il est en surpoids. Il est en surpoids, il s'entraîne plus vraiment comme, par exemple, il s'entraînait, par exemple, quand il était à l'Inter ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est ça qui arrive dans une équipe, par exemple, qui a tout gagné? Ils savent que, bon, voilà, il n'y a pas vraiment qui va, par exemple, les détrôner comme une équipe comme, par exemple, le Barcelone. Tout le monde, juste le nom du Barça, ça te fait peur. Tu vois, tu sais que tu vas jouer avec le Barça, les gens, ils ont déjà peur. Donc, les gens, mentalement, ils ont déjà perdu.
Donc, est-ce que tu ne penses pas que c'est… Excuse-moi de t'interrompre. Je suis désolé de t'interrompre. Ouais, vas-y. Non, en France, rien que quand tu dis Barcelone-Newcombe, ça fait peur. C'est en France. Quand les autres équipes ils jouent contre Barcelone, ils n'ont pas peur de Barcelone. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ne changent pas leur système parce que c'est Barcelone. Ça, c'est notre mentalité française de défaitiste. C'est-à-dire que nous, dès qu'on voit Real Madrid, oh, attention et tout. Un truc qui est bizarre. Le PSG, dès qu'il voit Messi, le bloc il recule de 5 mètres. Donc ça c'est pas une histoire de non. Ça, c'est juste un truc français. Juste, Aruna, ça, c'est juste un truc français, ça? Est-ce que ça… français, ça, c'est certain. Mais Barcelone, on a vu, par exemple, Atlético. Barça, ils gagnent, mais ils ont du mal contre Atlético parce que Atlético, ils jouent leur jeu contre le Barça. Ils pressent le Barça. Et l'Espagnol, c'est pareil. Bon, il y a forcément la rivalité là-bas. Mais quand tu joues ton jeu, tu gardes ton côté naturel contre le Barça, tu perds ou tu peux perdre, mais tu vas forcément les embêter. Et je pense que non, c'est pas… Alors, je pense que ce côté-là, c'est franco-français, mais les autres, quand tu joues le Barça, et oui, quand tu es Manchester, quand tu es Bayern, quand tu es Real, je veux dire, le Barça aussi, il doit avoir peur d'un Real, d'un Bayern, d'un Milan. Parce qu'il y a une histoire, il y a une historique dans ces clubs-là. Parce qu'il y a des joueurs de qualité aussi dans ces clubs-là. Et après, est-ce que tu peux t'annuler, comme tu disais tout à l'heure, de gagner? Je ne pense pas. Parce que tu as des joueurs qui sont là pour laisser leur trace dans le foot. Parce que d'autres l'ont laissé. Et du coup, oui, le 100 mètres, tes exemples que tu prenais, oui, je courais 100 mètres ou 200 mètres. Ok, peut-être que dans une compétition, j'ai couru 100 mètres en 10 minutes, je dis n'importe quoi. Enfin, en 10 minutes, je dis n'importe quoi. Mais la fois d'après, oui, je vais faire la même chose. Mais en 8 minutes. Et la fois d'après, je vais faire la même chose. Tu vas t'améliorer sans arrêt. Mais pour que tout ceci arrive, il faut forcément ce changement, cette touche supplémentaire chaque année dans l'équipe, ce renouvellement. Il ne s'agit pas de changer toute l'équipe, parce que là, dans ce cas-là, on repart sur un nouveau cycle. Mais si on veut une prolongation de réussite, bon, on parle toujours de Ferguson, mais le cas de Ferguson à Manchester, c'était ça. La base, il était parti de l'équipe de Cantona, par exemple. Cantona a toujours été une source d'inspiration pour un Ryan Giggs. Un Ryan Giggs qui a transmis ça aux générations d'après, que ce soit à Rooney, à Ronaldo. Et Ronaldo, il s'est toujours inspiré de Ryan Giggs. Mais Ryan Giggs, pourquoi? Parce qu'il disait que Cantona, c'était la star de l'équipe, mais c'était le premier qui arrivait à l'entraînement, c'était le dernier qui partait. Et Ryan Giggs, il a commencé à faire la même chose. Ronaldo qui arrivait la génération d'après, il disait, mais Ryan Giggs, c'était le premier qui arrive à l'entraînement, c'est le dernier qui part à l'entraînement. Je pense que des gens qui sont fans ou pas fans de Ronaldo, au moins tout le monde est reconnaissant d'une chose, c'est son côté travailleur. Ce côté travailleur-là, il a vu ça depuis son jeune âge. Enfin, il était en tout cas à Manchester. Il a continué à travailler à Manchester, au Real, aujourd'hui à la Juve. Lui, de ce fait-là, il transmet aussi ce côté-là à ceux qui ont envie de travailler, aux jeunes. Il peut être aussi, tu vois, cette source d'inspiration pour les gens qui bossent pour lui. Quand il arrive dans une équipe comme le Real, il laisse sa trace. Aujourd'hui, il est à la Juve. Il va certainement laisser sa trace. Nuvin, donc nos chers amis nous disent que c'est qu'en France qu'ils ont peur de Barcelone. Est-ce qu'ils disent seulement ça parce que voilà, là pour l'instant l'éléphant est par terre? C'est pour ça qu'ils nous disent ça, parce que moi il y a quelques années, on va dire il y a 4 ans, j'ai jamais entendu que par exemple quand une équipe que ça soit même le Real Madrid ou la Juventus, tout ça, ils avaient tous peur de Barcelone. Mais maintenant, comme ça ne gagne plus, les autres disent que non, personne, c'est qu'en France qu'on a peur de Barcelone. Vas-y, qu'est-ce que tu as à dire de ça? Non, moi je suis sur la lignée d'Amadou, d'Aruna, de la culture française. On a toujours cet aspect un peu psychologique. Quand on voit les gros clubs, tout de suite psychologiquement, c'est chaud les gros clubs, Barcelone. Même si Paris, ils affrontaient Barcelone de maintenant, ils auraient toujours cette image de la remontada. Et psychologiquement, ils n'auraient déjà pas perdu d'avance, mais psychologiquement, ils seraient dans des considérations. Donc, d'après ce que vous me dites tous, donc en fait, il faudrait aborder les matchs que ça y est, c'est bon, on va les battre, mais quand les joueurs par exemple, de Paris, je sais qu'on s'éloigne un peu, mais je veux juste marteler là. Quand les joueurs maintenant de Paris disent oui, bon, ça y est, on va les battre et puis tout, là, tout le monde dit ouais, ils prennent les joueurs de haut, ils prennent les joueurs. L'arrogance.
Ouais. Maintenant, quand on dit oui, bon, Barcelone, ça va être chaud, là, on a peur de Barcelone. Oui, fait, oui, non. Ouais, vas-y, Amadou. En fait, faut pas tout mélanger. Pour moi, respecter un adversaire, c'est qu'en fait, Barcelone, c'est une grosse équipe, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, si jamais tu es arrivé par exemple, en quart de finale, c'est que tu as des qualités, c'est que tu as travaillé avec les adultes. Mais ce qui fait que, si tu veux, c'est qu'en France, dès qu'on aborde Barcelone ou autre, l'approche du match est différente. Il y a un côté psychologique, tu dis, ah oui, c'est chaud, là, c'est clair. Alors que normalement, si tu joues dans le football, tu dis, écoute, c'est Barcelone, on en a rien à foutre de si c'est Barcelone, si c'est et tout. Je vais vous raconter une anecdote de Claude Makélélé. Ronaldinho, on sait tous que c'est un très grand joueur. Lui, il a fait quoi? Il a dit quoi? Il a dit, entre guillemets, je vais taper un peu vulgaire, il a dit, Ronaldinho, moi, je m'en bats les couilles. Tu ne veux pas t'égréger ici. Si tu viens ici, je te casse. Ronaldinho ou pas Ronaldinho. Ça, c'est respecté, c'est ce que je veux dire. Et du coup, si la personne, il dit, si tu me passes tranquillement, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu fais t'égréger, il n'y a pas de problème. Parce que là, voilà ça. Le PSG, quand ils ont mis 4-0 à Barcelone au match aller, ils n'ont pas respecté le Barça. Donc, c'est fait, ils ont joué leur football. Résultat, 4-0. Match retour, Barcelone, Nou Camp, remontada, ça, ils ont commencé à psychologiquement perdre. Alors que le Barça, c'était un Barça faible. Paris a pris 6-1, il faut le dire, contre un Barça faible. Un Barça en déclin. La preuve, derrière, le Barça a pris 2 remontadas. Une équipe qui respecte le Barça, il passe tranquillement contre le Barça. 4-0, 3-0, on n'en parle plus. Donc voilà. Je peux répondre à Amadou et après, dès que ça rentre au mandat, je réponds à ta question. Ouais, vas-y. En fait, c'est comme je disais au début. En fait, le problème, c'est que nous, en France, entre guillemets, où ce que vous dites là, c'est pas important parce que vous vous basez que sur les résultats. Tu vois, c'est j'ai gagné, je suis bon, j'ai perdu, je suis pas bon, en fait. Tu vois. Alors que je pense que c'est pas intelligent de penser comme ça parce que le résultat, ça peut être influencé par l'arbitre, par les joueurs en forme, par différentes circonstances qui fait que tu gagnes ou que tu perds. Donc, en fait, le problème, c'est que tu mets toute ta politique sur un match, que tu gagnes ou perds 5-0 contre Barça. Ceci, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment tu arrives à faire progresser ton équipe. C'est quoi ta vision? Et c'est ce qu'il a fait Klopp, en fait. C'est ce qu'il a fait Klopp. Klopp, il est venu, on lui a donné le pouvoir pendant plusieurs années. On n'a pas dit toute la politique a repose sur un seul match. Et on lui a laissé du temps de travailler. On l'a laissé travailler. Il a pu former des joueurs. Il a pu faire des transferts, se débarrasser des joueurs, en faire venir d'autres, etc. C'est ça qui compte. C'est pas le résultat. Le résultat, 30 c'est vraiment, secondes, Mamadou, 30 secondes. Le résultat, c'est vraiment minime, quoi. Et rien que le fait de parler du résultat, c'est une erreur en soi, en fait. C'est une erreur en soi. On doit parler du comment t'es arrivé et c'est quoi ta vision sur le long terme. Voilà. Si ça, c'est l'échec assuré. Si tu pars sur ce, c'est l'échec assuré. Voilà. Et c'est ça la mauvaise approche déjà. Déjà, si l'approche est mauvaise, voilà, tout sera mauvais à la fin. Parce que tu vas tout remettre en question sur ton résultat. C'est une erreur de baser. Peu importe le résultat, c'est pas ça le plus important. Alors, c'est peut-être moi qui suis exprimé, mais en fait, c'est un exemple que je te donne. En fait. C'est vrai qu'il ne passe pas sur le résultat, mais c'est vrai qu'on le dit souvent. En France, on a une approche psychologique des matchs qui est compliquée parce que normalement, on va dire que si tu es lucide, c'est-à-dire que certes, le Barcelone, c'est Barça, mais c'est-à-dire que si jamais tu abordes le match correctement, tu vois que le Barça, c'est une équipe qui est en déclin, et du coup, tu joues ton football, en fait, tout simplement, tu vois. Et en fait, c'est juste ça. C'est qu'en fait, c'est que je parle d'exemple de Paris, mais il y a aussi des exemples, hein, des Real qui jouent à Arsenal. Je sais pas, il y a plein d'exemples comme ça où psychologiquement, par exemple, Lyon A, Bayern et tout. Enfin, tu vois, en France, on n'a que ces discours-là, tu vois. Par contre, quand ces équipes qui FC Bâle, ceci, cela et tout, bah, eux, ils ne se posent pas ces questions-là, tu vois. Ils se disent, voilà, on joue le Barça. Si on perd, on leur serre la main, félicitations. Et voilà, si on gagne, mais en tout cas, on leur donne pas le match, quoi, tu vois. Et en fait, souvent, on a notre problème, c'est la manière dont on aborde les matchs, psychologiquement. C'est ça que je dis par rapport en France. Et juste de cette manière-là, est-ce que le rôle des médias n'est pas important là-dedans? En France, mais moi, je parle de tout le système médiatique qui est derrière ça. Parce que, par exemple, ce qui m'a choqué, c'était surtout le match contre Manchester. Le fait que le PSG gagne 2-0 à une étude, à l'aller, moi, dans l'esprit collectif français, que ce soit au PSG, que ce soit dans les médias ou n'importe où que j'ai entendu, tout le monde a toute possibilité que Manchester gagne 1-0. Même si au final, c'est une victoire pour le principe, tu vois. Mais dans l'esprit collectif français, le PSG, le fait de gagner à Manchester, c'est une garantie à 100%. On n'a même pas
aborder une seule fois la possibilité qu'une équipe puisse gagner au PSG. En Angleterre ou en Espagne, ça ne passerait pas comme ça. Même si tu gagnes un club qui gagne 2-0 à l'étranger, c'est pas parce que tu as gagné 2-0. Ok, il y a les stats qui disent que si tu gagnes 2-0, et alors on s'en fout des stats. Au final, comme ils ont dit, c'est le terrain. Mais l'esprit français, c'est que le PSG, quand tu joues contre le Barça, tu es condamné d'avance. Et du coup, tout le monde est condamné. Les résignés, si on perd contre le Barça, c'est normal. C'est comme. Cet esprit. Ouais. Je ne sais pas si tu. Je pense qu'il n'y a pas que le PSG, il y a tout le système français, toute la médiatique, enfin tous les médias là. Il faut revoir. C'est comme il y a 2 émissions passées, quand moi, une fois, j'avais dit, j'ai eu le malheur de dire, non, Lyon aussi a une chance de battre la Juventus. Et puis vous tous là, vous étiez là, oh vas-y, c'est qui encore ce gars? Oh là. Non, c'est pas pareil. Alors, franchement, si tu alors, nous, on est des observateurs, tu vois. Moi, aujourd'hui, si je dois miser sur, en tant qu'observateur, je vais dire, les Juventus, ils passent tous les jours. Par contre, si je suis entraîneur de Lyon, moi, mon discours, c'est écoute, Ronaldo dit voilà, je n'ai rien à foutre. Si c'est la Juventus, il faut qu'il nous montre sur le terrain que c'est la Juve. Nous, on va défendre cher notre peau, mais ils ne vont pas, entre guillemets, nous mettre à personne. Nous, on va essayer de se qualifier. Voilà, on va jouer notre football. Ils gagnent, mais voilà. En tout cas, ça ne va pas se passer comme ça, en fait, tu vois. Et le problème, c'est quoi? C'est que des fois, la Juventus, des fois, peut se balader, parce que psychologiquement, on est déjà défaitistes. Si tu perds, si jamais tu obliges la Juventus à faire un gros match pour te sortir, là, tu respectes l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça ne va pas être simple pour eux. Tu comprends ou pas? C'est dans l'approche du match. Après, que la Juventus gagne, c'est normal, palmarès et tout et tout. Mais que ce soit la Juventus ou n'importe qui, tu dois aborder ton match pour le gagner. Et à la fin, si tu perds, tu tires des enseignements. Voilà, les mecs, ils sont ça, il nous faut ça, voilà. Donc, encore, tu veux apprendre de ces matchs-là. C'est un honneur de jouer des matchs comme la Juventus. Donc, tu ne peux pas te permettre d'arriver avec le front baissé. Tout simplement. Ok, Amadou. Donc, maintenant, je vais reposer cette question à Mamadou. Donc, en fait, et puis vous allez, Nuveng aussi, tu vas aussi répondre. Et puis, Aruna, je voudrais aussi ton commentaire. Maintenant, une équipe comme, par exemple, comme le Barcelone, maintenant, Messi est sur la fin. Messi, c'est un joueur que, bon, je ne sais pas si… Franchement, hein, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup de matchs. Si il y a beaucoup de saisons, ça c'est mon opinion. Si Messi n'était pas là, Barcelone même, je ne sais pas, ils auraient même pas, peut-être, bon, ils auraient été peut-être dans les 3e, 2e, tout ça, mais on a eu un joueur comme Messi, hors norme, extraterrestre, tout ça. Maintenant, il est, bon, on va dire qu'avec l'âge et puis tout ça, il est plus sur le départ. Comment faire pour le Barcelone maintenant pour reconstruire sans Messi? Est-ce qu'il faudrait essayer de trouver un autre phénomène ou changer tout complètement, changer complètement la façon de jouer, changer tout complètement? Attends, t'es sur mute. Voilà. T'es sur mute, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un crossover là, on dirait. Ah ouais. Bref. Ouais, pour répondre à la question, en fait, comme je t'ai dit, ce n'est pas des décisions qui se prennent aujourd'hui parce que l'heure, elle tourne pour lui. C'est des décisions qui doivent être prises longtemps en avance, tu vois. C'est une décision qui doit être prise longtemps en avance. Et mais aujourd'hui, en l'occurrence, parce que là, bon, là, le passé, ils ont déjà fait leurs erreurs, mais avec toutes les erreurs qu'ils ont fait là, maintenant, qu'est-ce que serait ton avis pour le Barcelone, en l'occurrence? Encore une fois, prendre une personne et mettre en place un projet sur plusieurs années. Tu vois, c'est ça l'idéal. Après, tu recherches un profil qui pourrait répondre aux exigences des socios, etc. Mais aujourd'hui, le club, en fait, vu comment il est fait, en fait, je pense que ça va être compliqué parce que eux, c'est basé sur les socios, etc. Tu vois, c'est eux qui décident de qui doit venir. Ils aiment bien les joueurs bling-bling, mais c'est plus basé sur court terme que long terme. Mais je pense que c'est des décisions qui doivent se prendre en amont et qui prennent des années. Pas se faire du jour au lendemain, quoi. Donc, se débarrasser de Messi, là, le plus vite possible, essayer de prendre le plus d'argent qu'on peut et reconstruire.
ou de laisser Messi à l'équipe jusqu'à ce qu'il aille à la retraite et voilà. Vas-y, tu peux. Vas-y, bon, Mamadou, vas-y, et puis Nuvin après, vas-y. Vas-y, Non, Mamadou. moi, je dirais encore une fois, ça, c'est pas des décisions qui se prennent comme ça. C'est des décisions qui se prennent en concertation avec le coach, l'entraîneur et les joueurs en même temps. Ça peut être un projet, tu vois. C'est un projet qui demande vraiment du temps et qui demande une collaboration entre toutes les équipes pour pouvoir aller dans le même sens, quoi. Non, tu réponds pas à la question. Je vais revenir sur toi, Mamadou. Vas-y, Nuvin. Tu ne peux pas venir et dire au meilleur joueur peut-être de tous les temps, garçon, écoute, tu vas venir sur le banc, tu vas t'asseoir, parce qu'il va venir, il va te sauter, il va te dire, vas-y, remballe. Tu vas durer 2 matchs et tu vas partir. Le seul aujourd'hui qui peut sauver le Barça, ça me fait mal de dire ça, hein. Tu prends José Mourinho, il va venir, il va pas faire de détails. Il va virer tous les mecs. Bon, il y aura une mutinerie à l'intérieur du club, mais c'est le seul mec qui va avoir, excusez-moi l'expression, qui va avoir les couilles de venir. Aruna, ça le fait mal. Aruna, ça le fait mal. Jordi Alba, Piqué, tous ces mecs-là, Je respecte l'homme. Hein. il va dégager sans faire de sentiment. Aujourd'hui, tu as besoin de ça. Dans ce club-là, il faut repartir de zéro. Mais malheureusement, vu qu'ils n'ont pas fait le renouvellement de façon annuelle, tu es obligé d'en arriver là. Et juste ce que tu disais, Messi, ça ne fait pas depuis 1 an, depuis 2 ans. Ça fait depuis 5-6 ans. C'est l'arbre qui cache la forêt. Le mec, il met 25 buts par saison, 50 buts par saison, ballon d'or sur ballon d'or. Après, il y a Suarez. Mais Suarez, il est moins décisif, il pèse moins que le Messi. Mais aujourd'hui, il faut faire un blow-out total, complet. Mais aujourd'hui, quand tu vois le Barça, ils ne recrutent pas de latéraux, ils ne recrutent pas de défenseurs centraux. Au milieu, ils prennent Arturo Vidal. Arturo Vidal, ça fait 4 ans. Après tous les matchs, il va dans des bars. Il boit dans des bars. Même à la coupe, même chez lui, au Chili, les mecs, ils l'ont mis dehors. Il y a un moment, il faut m'expliquer pourquoi. On connaît très bien les attitudes des mecs et ce qu'ils font. Pourquoi tu recrutes un mec comme ça? Et le degré d'exigence du Barça, c'est devenu transfert, agent et Bagou et compagnie. Et malheureusement, même sociaux, il y a des choses qu'ils ne savent pas. Et ce club-là, il est en déliquescence perpétuelle. Griezmann, le choix de Griezmann, ce que disaient tout à l'heure Mamadou et Arona, ils achètent pour acheter. C'est-à-dire le Real achète un joueur. Ah, nous aussi, on doit faire la pub. En termes d'image, on va être devant. Donc, on doit acheter Griezmann. Mais aujourd'hui, Griezmann, c'est un échec total et jouer sur un côté. Mais c'est sa faute aussi. Voilà, c'est sa faute aussi. Mais à part José Mourinho, il n'y a aucun entraîneur qui peut venir et dire voilà, je fais un blow-out total. Et après, je vais revenir sur un truc qu'a dit Mamadou tout à l'heure sur le moyen long terme. À Liverpool, tu as très peu de coachs qui ont ce crédit-là. Tu as Klopp, tu as Guardiola, Ancelotti peut-être Allegri et Pochettino. Voilà. Mais ça n'aurait pas été Klopp. Ça aurait été, je ne sais pas, David Moyes ou un autre entraîneur. Au bout d'1 ou 2 ans, il l'aurait dégagé. Mais lui, voilà, s'il avait fait à Dortmund, il avait un certain crédit. Donc, ils lui ont laissé construire. Mais il y a très peu d'entraîneurs. Aujourd'hui, regarde la durée de vie d'un entraîneur. Ça ne dépasse pas. Allez, 1 an et demi, je suis gentil. Mais il y a très peu d'entraîneurs qui ont cette crédibilité-là. Et Liverpool, ce qu'ils font, c'est excellent. Après, il faut aller voir dans des petites équipes, tu vois, genre Betis Séville, FC Séville, des mecs qui font du taf, mais moins médiatiques. Tu perds 3-4 matchs avec le FC Séville, personne ne va t'en vouloir. Hein. Tu vas perdre en demi, personne ne va t'en vouloir. Mais dans ces clubs-là, il y a l'aspect financier aussi qui joue. Et ce que fait Klopp, c'est bien aussi. Hein. C'est bien parce qu'il renouvelle des joueurs. Et les joueurs, ils ne sont pas dans une zone de confort. Et c'est pour ça que tu payes ces mecs-là. Il faut impliquer non pas 11 titulaires, mais 15, 20 joueurs. Et c'est ça que les joueurs te disent, c'est qu'ils aiment aller à l'entraînement. Même les joueurs qui ne jouent pas, ils sont contents d'aller à l'entraînement. Ce qu'ils disaient avec les gens avec Mourinho aussi. Tu vois, les Dacour, les Patrick Vieira qui ne jouent pas, ils s'éclataient. Mais ça, ce n'est pas tous les entraîneurs qui peuvent faire ça. Aujourd'hui, tu fais plus du management d'ego et de relationnel avec des joueurs que tactiquement. Tactiquement, les joueurs, ils connaissent comment ça se passe. Mais c'est compliqué d'avoir ce genre de comportement sur du moyen-long terme. Même Mamadou parle de long terme, mais du moyen-long terme. Moyen terme, ça n'existe pas dans le football. Maintenant, les mecs, ils veulent de l'argent, ils veulent du trading de joueurs, alors que ce n'est pas fait pour ça, le football. Mais, je vais demander à Amadou. Ouais, vas-y, Mamadou, vas-y. La question, en fait, que tu m'as posée, elle est vraiment compliquée. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, Barça, il existe depuis plus de 100 ans. Elle existera encore dans 100 ans, tu vois. Messi, il peut être extraordinaire, et c'est l'un des berges de l'histoire, il est que de passage. Tu vois, il est que de passage.
Et dans 50 ans, il ne sera plus là. Où est-ce que tu veux être dans 50 ans? C'est quoi ta priorité? Est-ce que tu veux vendre des... Donc, qu'est-ce qu'on fait de Messi? Ça dépend de tes priorités. Si toi, tu veux retrouver le jeu d'antan, tu prendras une décision. Si tu vends des maillots, tu prendras une décision. Si tu veux satisfaire les supporters, tu prendras une décision. Si tu veux équilibrer les comptes, tu prends une décision. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ta question, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit que la question, en fait, c'est des grandes questions qui doivent se poser vraiment entre le technicien qui doit avoir le temps de travailler et la direction et les socios. Ils doivent savoir dans quelle direction ils veulent aller. Et en fonction de ça, tu prends tes décisions. Mais répond à des questions, des questions comme ça. On fait quoi de Messi? Soit tu es sur le court terme, en fait. Tu es sur le court terme, tu prends une décision, on ne sait pas sur quels critères. Et après-demain, une autre décision, etc. Et il n'y a pas de vision à long terme. Et ça, c'est la recette idéale pour se casser la gueule. Mais une équipe, ils veulent surtout gagner des titres, tu vois. C'est pas l'objectif de vendre des maillots ou c'est un des objectifs, mais oui, à long terme, c'est surtout gagner des titres. D'accord. Gagner des titres. Comment et quand tu veux gagner des titres? Comment tu veux gagner des titres et à quelle échelle tu veux les gagner? Tu veux gagner tout de suite ou à long terme? Voilà, ça c'est une autre question que je pourrais te poser encore une fois. Je veux dire, Amadou, comme Nuvin nous avait parlé, il nous a parlé de José Mourinho. Donc, l'entraîneur, c'est le nouveau Messi de Barcelone. Ou je peux dire José Mourinho, José Mourinho, je dis les top entraîneurs, les top 4, ça serait eux les nouveaux Messi de Barcelone. En fait, c'est là où je rejoins Nuvin, c'est qu'en fait, il faudrait un mec comme Mourinho, quelqu'un qui ne fait pas de sentiment, qui dit voilà, ça, qui est prêt à aller au clash, en fait, tu vois. Le problème, c'est que tu ne peux pas dire à Messi à 7 heures sur le banc, c'est pas possible. En plus de ça, si on parle, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, Messi va arrêter sa carrière. Donc en fait, tu ne peux pas remplacer Messi par un joueur. Tu dois le remplacer par un système. C'est-à-dire que, je donne un exemple, par exemple, la Suède, par exemple, tu vois. La Suède, il fallait qu'ils dégagent Ibrahimovic. Ils n'ont pas remplacé Ibrahimovic. Ils avaient plein de joueurs de talent. Et du coup, ils ont construit un collectif. Et dans ce collectif, des joueurs sont sortis. Je pense que c'est ce qu'il faut pour Barcelone. Et c'est vrai que, moi, on parle de Mourinho, mais moi, je suis curieux de savoir le projet de Xavi, tu vois. Parce que je ne sais pas, en tant que, je pense que c'est le mec qui connaît le club, etc. Donc, je pense que, je ne sais pas, je dis une bêtise, hein, mais je ne sais pas s'il se concerte avec Guardiola, il arrive à bien s'entourer, etc. C'est un enfant du club, etc. Il a grandi, il a fait toute sa carrière au Barça. Je pense que ça peut être une solution aussi. Hein. Après, voilà, il y a les élections et tout, donc il est un peu. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Mais c'est vrai que pour revenir à la question de Messi, c'est pas un joueur qui se remplace. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura moyen de faire un collectif autour de Barcelone. Il y a peut-être des jeunes qui vont monter ou pas. Donc on verra. Parce que le problème, c'est que les transferts de Barcelone, c'est d'un temps, c'était pas ça du tout. Hein. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils refassent, peut-être qu'on confiance plus aux jeunes, mais qu'ils fassent des choix de recrutement qui collent avec le club aussi. Donc, c'est une mauvaise idée. Si je te comprends bien, un retour de Guardiola au Barça, ça serait le plus. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Ça serait que la personne. Parce qu'en fait, Guardiola, il a City, il fait ce qu'il faut et tout, mais il connaît quand même le club, il connaît Barcelone. C'est lui qui a voulu virer certains cadres, etc. Donc, ce qui fait que la personne, par exemple, comme Xavi, par exemple, tu vois, moi, je connais Xavi en tant que joueur, mais je ne connais pas Xavi en tant qu'entraîneur. Je sais que lui, il aurait la crédibilité, en fait, tu vois. Par contre, lui, ça va dépendre de son projet. Maintenant, s'il arrive à bien s'entourer, s'il arrive à s'entourer des mecs qui connaissent le club, des mecs comme Guardiola, qui peuvent le guider, etc., je pense que ça peut être une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aruna, ça serait une bonne idée, Guardiola? Guardiola, alors c'est compliqué de répondre comme ça, oui ou non. Je dirais que ce n'est pas forcément la solution. Mais Amadou, l'erreur du Barça, pour moi, ça a commencé déjà avec les départs de Xavi et de Iniesta. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément de projet derrière ça. Quand un Xavi part, on a pris le temps soit de recruter quelqu'un qui prend son poste, ou en interne, on a des jeunes qui sont formés, on les accompagne petit à petit pour prendre le poste. Et pareil pour Iniesta qui est parti. Et Messi, pareil, d'ici 2, 3, 4 ans, Messi, je pense qu'il ne sera plus là. Enfin, en tout cas, il ne sera pas le Messi qu'il est aujourd'hui. Et ça se prépare maintenant, ou même avant.
Ils n'ont pas pris ce temps-là. Et tout de suite, ils sont rentrés dans le star system. Le star system, c'est qu'il il faut des noms qui sont compatibles ou qui ne sont pas compatibles. On s'en fout. Parce que les socios, peut-être qu'ils veulent des noms parce que au Real, les voisins ont acheté les grands noms. Et du coup, Aussi, Barça a toujours été bling-bling aussi. Pardon? Barça a toujours été bling-bling. Hein. Non, mais bling-bling, c'était réfléchi. C'était pas bling-bling comme ça, c'était bling-bling réfléchi. Quand tu avais un Eto'o, ok, il était peut-être maltraité ou j'en sais rien, mais quand tu avais un Eto'o, quand tu avais un Iniesta, tu avais un Xavi, tu avais un Messi, un Ronaldinho, ça donnait quand même quelque chose. Tu vois, c'était pas le bling-bling d'un Neymar. Tu vois, un Neymar, là, oui, Neymar, pour moi, c'est bling-bling. Est-ce que ça s'inscrit? Et ils ont gagné des titres avec Neymar, au moins. De quoi? Au moins, avec Neymar, ils ont gagné des titres. Et ça jouait très bien. Est-ce que l'esprit Neymar se marie avec l'esprit du Barça, par exemple? À court terme, oui, parce que peut-être en 2 ans, il a gagné les choses, certainement. Mais si tu veux construire quelque chose dans le temps, je ne suis pas sûr que l'esprit de Neymar se marie avec celui du Barça. Ça ne correspond pas forcément à la philosophie du Barça. Ok, Mamadou, je vais te donner la dernière parole en 1 minute. Ils sont coupés. Écoute. Vas-y. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est juste, encore une fois, où est-ce que le club va aller et comment il va aller. C'est ces questions-là qu'il faut répondre avant de parler de titre, quoi, tu vois. Parce que c'est ce qui s'est passé. Guardiola, il a construit un cycle. En fait, tu vas parler du Barça, tu regardes le meilleur Barça. Qu'est-ce qui a fait que Barça a été au top? D'accord? La Masia, les valeurs locales, tu vois. Et focaliser sur le jeu. Les titres sont venus automatiquement. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu changer. Ils ont pris Luis Enrique qui était plus un peu axé sur des individualités. Ça a duré 2 ans, 3 ans. Et après, à court terme, ça a marché. Ça a ramené des titres. Mais à long terme, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de regarder l'évolution des équipes. On va reparler avec Liverpool, parce que Liverpool aussi, ils arrivent dans ce cycle-là. Ils ont tout gagné. Là, ils ont perdu contre Atletico. Ils sont sortis au huitième de finale. Donc, c'est un peu. Et ils finissent pas trop aussi bien qu'on aurait pu l'espérer, leur championnat. Donc, on va voir comment ils vont se renouveler, etc. Après leur cycle de 3 à 5 ans où ils ont gagné. Donc, aussi, on va voir comment le club va pouvoir évoluer et maintenir aussi le haut standard de résultats qu'il a obtenu. Merci, messieurs. C'est la fin de notre émission. Pour ceux qui nous ont suivis ou pour ceux qui nous suivent, partagez, mettez un petit pouce, j'aime, et on se revoit pour la prochaine édition. Merci.